Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexis Gabory. Salut Alexis. Salut Johan, merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, avec plaisir. Écoute, je vais laisser te présenter pour commencer l'épisode pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, pas de souci. Eh bien, moi, du coup, c'est Alexis Gabory, comme tu l'as dit. Je suis coach diplômé depuis quelques années maintenant. Je pense que j'ai passé mon diplôme en 2018 ou 2019, je ne sais plus exactement la date, à Bordeaux. Donc, j'ai fait un BPGEPS sur une année et je suis originaire de Vendée. Donc, les Sables d'Olonne, pour ceux qui connaissent un petit peu sur la côte. Donc à l'ouest. Du coup, j'ai démarré ma carrière de coach. J'ai commencé tout de suite, même avant ma carrière de coach, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Bon, je te passe les détails parce qu'à l'époque, c'était. Enfin, maintenant, je les regarde et je ris beaucoup. Mais voilà, j'ai commencé comme ça. Donc d'abord, j'étais un peu plus orienté développement personnel, musculation. Et puis après, j'ai orienté mon contenu vers la calisthénie, l'entraînement au poids de corps principalement, et puis maintenant un peu plus le street lifting aussi. Voilà, donc pas mal de vidéos. Maintenant, je suis sur Instagram aussi, essentiellement. Et j'ai créé une plateforme en collaboration avec un ami québécois qui lui aussi faisait à l'époque des vidéos sur YouTube qui s'appelle Simon Ampto, qui habite près de Montréal. Et on a tous les deux fondé du coup Stenios, une plateforme de calisthénie en ligne où les gens peuvent s'entraîner et on essaie d'intégrer pas mal de flexibilité dans la planification d'entraînement en fonction des objectifs de chacun, des disponibilités, des préférences en termes d'exercice, etc. On essaie aussi de bâtir une communauté pour faire en sorte que les gens ne se sentent pas forcément tout seuls, parce que c'était l'un des gros challenges quand moi j'ai commencé, et Simon aussi. Finalement, on était un petit peu tout seul dans notre coin à pratiquer la calisthénie dans nos home gyms respectifs. Et du coup, on voulait créer cette plateforme pour déjà pouvoir parler à un plus grand nombre de personnes que simplement faire du coaching en individuel, ce qui est pas mal pratique. Et puis aussi pour créer vraiment une petite tribu quoi, de personnes qui sont passionnées par la même chose. Donc voilà, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Aujourd'hui, le gros de notre travail, il est focalisé là-dessus, sur le développement de Stenios, que ce soit sur le contenu gratuit sur Instagram et YouTube, via les podcasts aussi, et aussi sur le développement de la plateforme. Donc on essaie d'ajouter des cours régulièrement. Là, dernièrement, on a sorti le cours du drapeau. Il y a déjà un cours sur le front lever, la planche, les pompes en équilibre, la traction à un bras, les muscle-up à la barre et aux anneaux. Bref, il y a déjà pas mal de choses. Et ouais, c'est notre petit bébé, donc on essaie d'en prendre soin autant que possible et on l'améliore continuellement. Ok, d'accord. Et du coup, les gens que vous coachez, ils sont forcément sur cette plateforme? Alors, moi, pour le moment, je coach encore en individuel. J'ai encore quelques clients en individuel. Aussi, notamment parce que je me suis lancé en novembre dernier dans le street lifting. Donc, avant, j'ai fait beaucoup de calisthénie pendant 5-6 ans. En fin d'année dernière, j'ai décidé de me lancer dans le street lifting, discipline qui émerge pas mal et qui me plaisait et que je pratiquais un petit peu indirectement sur mes mouvements d'assistance. Du coup, je me suis lancé là-dessus et du coup, je coach aussi pas mal en individuel. Mais l'idée à terme, c'est de délaisser un petit peu le coaching individuel pour pouvoir se consacrer entièrement à Stenios. Ok, d'accord. Et tu parlais du coup du BPGEPS que tu as fait. T'es pas passé par le parcours entre guillemets classique qui est STAPS? Non, je suis pas passé par ce parcours-là. Alors, c'est pas que ça m'aurait pas plu. Enfin, d'un sens, je pense qu'il y a des choses qui m'auraient plu, effectivement. D'un autre côté, moi, j'ai fait une reconversion professionnelle. Donc, avant ça, l'époque où j'ai passé mon diplôme, j'avais déjà 22 ans. Et
Avant ça, je travaillais dans les bars à cocktails à Londres. J'ai travaillé aussi en Australie un petit peu. Et en fait, j'avais pas envie de perdre de temps, si tu veux, avec les études. Je voulais vraiment juste avoir mon diplôme pour être légitime aux yeux des gens. Et je suis pas du tout quelqu'un de scolaire. J'ai beaucoup de mal à écouter quelqu'un qui me raconte un truc que j'ai pas forcément envie d'apprendre. Et je sais que parfois comment dire, les choses qu'on apprend en cours de manière générale, mais en STAPS aussi, c'est pas forcément des trucs vers lesquels j'aurais eu tendance à aller naturellement. Donc je préfère apprendre tout seul parce que quand tu t'intéresses réellement à un sujet, tu vas apprendre beaucoup plus efficacement que si on t'impose d'apprendre un truc, d'autant plus qu'il y a des choses qui vont pas nécessairement te servir. Moi, dans mon domaine qui est la calisthénie et le streetlifting, il y a plein de trucs en STAPS qui m'auraient été utiles, ça c'est sûr et certain. Mais il y a plein d'autres trucs aussi qui, je pense, m'auraient jamais servi. Euh, donc je suis passé par un BPGEPS. Alors je le recommande pas forcément. En tout cas, c'est ce que je dis souvent. Moi, je suis tombé dans la mauvaise formation et les formateurs étaient vraiment pas ouf. Donc c'est pas un truc que je recommanderais particulièrement, à moins d'être certain d'avoir des très bons formateurs, passionnés et voilà un truc carré. Mais malheureusement, dans les formations privées en BPGEPS, souvent, en tout cas, des retours que j'ai eu aussi, les formateurs sont là pour prendre l'argent. Donc derrière, le programme est pas forcément ultra quali, d'où l'importance de se former continuellement et de pas attendre simplement d'une formation pour valider ses acquis et après se reposer entre guillemets sur ses lauriers, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est dommage que tu es tombé sur des formateurs qui n'étaient pas forcément passionnés, parce que des profs passionnés, moi j'ai eu des profs qui étaient vraiment passionnés en STAPS, justement. Et c'est vrai que les cours, les interactions, tout ça, c'est largement mieux et tu le sens qu'ils ont envie de transmettre leurs connaissances, tu vois. Et bon, il n'y a pas forcément une question d'argent derrière, donc ouais, c'est vrai que c'est dommage. Et du coup, donc tu dis que tu aimes bien te former par toi-même, ça je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est important de le faire, comme ça tu orientes directement tes recherches et tes connaissances sur ce que tu as besoin. Mhm. Comment tu t'y prends? Tu as des livres, des vidéos, des formations? Il y a plein Euh, d'outils. c- ouais, il y a plein d'outils. En vérité, je tends à aller vers ce que je préfère. Alors, ce que je préfère personnellement, c'est de faire un mix, c'est-à-dire de pas simplement consommer des vidéos ou des podcasts ou de la lecture. Mais en fait, j'aime bien les trois, principalement les trois. Après, il y a des formations aussi. Donc, je pioche un petit peu partout. En fait, globalement, l'approche très classique, hein, c'est de suivre quelqu'un qui m'intéresse, avec qui son approche résonne, et je consomme son contenu. Et après, si je veux aller plus loin, eh ben, je paye pour avoir davantage de contenu. Mais ouais, principalement, beaucoup de lectures. Pas mal de podcasts, de moins en moins de vidéos sur YouTube. Je vais pas te mentir, au début, initialement, j'étais un gros consommateur de vidéos YouTube. Et puis, plus le temps passe, plus je préfère les contenus longs, en fait, style livre ou podcast. Contenu Instagram aussi, mais bon, ça, c'est tout de suite un peu plus, comment dire, du contenu jetable, on va dire, dans le sens où sur Ouais. des réels de 1 minute 30, t'as pas forcément le temps de développer et tu peux pas réellement aller en profondeur dans un sujet. Donc, ouais, j'aurais tendance à dire plus lecture et podcast. Ok. Tu as des personnes à recommander ou des personnes qui t'inspirent, toi? Dans les livres que j'ai lus ou les podcasts? Ouais, les deux même. Les deux. Ouais, alors c'est vraiment par période, hein. Généralement, en fait, j'ai tendance à me plonger à fond dans un domaine pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et après je switch et je passe à un autre truc, on va dire. Donc, pour te citer les personnes qui m'ont beaucoup appris, déjà pour commencer avec les livres, j'ai commencé par Frédéric Delavier en français, qui sont des ouvrages assez généralistes et qui parlent bien de musculation, qui expliquent bien l'anatomie, etc., la biomécanique, qui permettent d'avoir des bonnes bases vis-à-vis de ça. Ensuite, quand j'étais un peu plus, comment dire, que j'avais un peu développé mes connaissances déjà, j'ai beaucoup aimé le livre de Eric Helms qui s'appelle euh, La pyramide de la force, un truc comme ça. J'ai plus le nom exact en tête, mais en gros, c'est un préparateur physique américain qui a fait un livre par rapport aux 7 principes aux sept fondamentaux. Non, c'est pas. Non, je confonds avec le livre d'après. Bref, il a fait un livre sur les points vraiment importants à prendre en considération
pour le développement de la masse musculaire et de la force. Donc celui-ci, j'ai beaucoup aimé, d'autant plus qu'il est énormément sourcé et très digeste, on va dire, très accessible. Il essaie de simplifier pas mal les propos et il donne des points vraiment précis à appliquer dans ses programmations, dans sa structure d'entraînement. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Après, en allant un petit peu plus loin, j'ai lu aussi les ouvrages de Mike Israetel et de Chad Wesley Smith, qui sont des powerlifters et bodybuilders américains. Donc plus ici dans les stratégies de force, d'hypertrophie aussi. Mais ouais, donc les 7 principes de l'entraînement de force. Renaissance Diet 2.0 que j'ai juste en face de moi d'ailleurs sur mon bureau, qui parle du coup du côté nutrition. Qu'est-ce que je pourrais te mentionner d'autre? Donc ça, c'est pour les livres principalement. Après, en podcast, dernièrement, j'écoutais beaucoup de podcasts sur le street lifting. Donc il y en a 2 particulièrement que j'écoute aujourd'hui. C'est les gars de Lift Trainer, donc Marco et Victor Scarlatti, qui sont des coachs spécialisés dans le street lifting. Donc vraiment, ils vont en détail dans la programmation. Ils parlent de beaucoup de choses très pertinentes et très spécifiques à l'entraînement. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont déjà passionnées de street lifting et qui veulent aller un peu plus loin et comprendre les rouages un petit peu. Et les gars de Strength Strategy, qui sont 3 Français aussi, qui sont basés entre Nantes, Lyon et la Belgique. Roman et Soulet, qui font aussi un super boulot. Eux qui sont plus axés sur le powerlifting, un petit peu aussi sur le streetlifting, mais de toute manière, les grands principes de l'entraînement se rejoignent. Et finalement, ce qui est applicable en powerlifting est aussi applicable en streetlifting, puisque c'est sensiblement la même chose, même s'il y a des spécificités en termes de mouvement, puisque ce ne sont pas les mêmes mouvements de compétition, mais globalement, on s'y retrouve un peu, quoi. Donc ouais, je pense que ça fait pas mal le tour. Et puis après, ça c'est juste pour te parler des podcasts de l'entraînement, ou des livres d'entraînement, mais aussi j'essaie de me former sur différentes sphères. Business pour développer mon activité, développement personnel aussi par lequel je suis beaucoup passé plutôt dans mes années où je débutais, on va dire. Et voilà, un petit peu. Ok, ça marche. Bah écoute, il y en a certains que je connaissais pas, j'irai jeter un coup d'œil. Mhm. Et c'est vrai que tout ce qui est podcast et livres, je trouve les vidéos YouTube à la limite, on y a, enfin pas accès plus facilement, mais il y a plus de monde, je trouve, qui en regarde. Et podcast et livres un peu moins, alors qu'en fait, il y a du contenu vachement intéressant. Et je Ouais. voulais revenir un peu sur ta pratique à toi, ce que tu pratiques maintenant. Du coup, maintenant, tu pratiques surtout street lifting ou tu fais toujours de la calisthénie ou street workout, tout ça? Alors là, je me suis consacré vraiment à 100% dans le street lifting. D'ailleurs, je me fais coacher depuis quelques mois, 3-4 mois, par un coach que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Victor, justement, dont je parlais juste avant. Et ouais, pour le moment, ma pratique, elle est 100% focus sur le street lifting. J'ai commencé un petit peu les compétitions cette année et j'ai pour ambition de participer au championnat de France de street lifting en décembre, si je suis sélectionné, parce que ça dépend du total et des participants. Il y a seulement les 8 ou 9 participants les plus forts de chaque catégorie qui peuvent participer. Donc ça va dépendre, mais ouais, c'est l'objectif initial du fait que je me sois lancé dans cette pratique, c'était de participer au championnat de France, expérimenter aussi euh, expérimenter la compétition, chose que j'avais pas du tout expérimenté jusqu'à présent. Je me considérais pas vraiment comme étant quelqu'un de compétitif ou compétiteur, je veux dire plutôt. Et finalement, je me suis découvert une passion entre guillemets, mais voilà, c'est finalement je me suis pris au jeu. J'ai beaucoup apprécié les sensations de mes premières compétitions et du coup, on a envie de plus, forcément, on a envie de plus et voilà. Mais après, ça veut pas dire que je vais complètement délaisser la calisthénie, loin de là, parce que j'ai vraiment hâte déjà de reprendre ma pratique de la calisthénie, plus m'orienter sur les mouvements que j'avais l'habitude de travailler avant, c'est-à-dire les tractions à bras, les pompes en équilibre, front lever, tout ça. Donc je pense que 2024, je vais refaire le switch pour m'entraîner de manière un peu plus minimaliste aussi, moins de matériel, être moins dépendant de la salle de sport, plus m'entraîner au poids du corps et me rapprocher des mouvements ou améliorer du moins les mouvements avancés de calisthénie. Ouais. J'aime beaucoup les deux, donc difficile de faire un choix. Hmm. Tu continuais pas à intégrer des mouvements de calisthénie pendant tes entraînements de street, enfin pas pendant les entraînements de streetlifting, mais des séances en plus dans la semaine. Ah, peut-être pas du coup si tu te fais coacher et qu'il y a des compètes.
Ouais, Je c'est sais pas, ça, vas-y. exactement. Bah, en Ouais. fait, c'est une bonne question parce que j'aurais pu finalement, tu vois, j'aurais pu faire par exemple un, je sais pas, un 75% street lifting et puis 25% calisthénie, histoire de continuer un petit peu à pratiquer ces mouvements-là. Mais je suis quelqu'un d'assez binaire, on va dire. J'aime bien me mettre à fond dans un truc. Et bah là, l'objectif, c'est de faire le plus gros total en fin d'année. Donc, je mets toutes les chances de mon côté pour pouvoir pour pouvoir bâtir ce gros total. Et je sais que si à côté je fais des handstand push-up, des tractions à bras, ça va être pas suffisamment spécifique, ça va me prendre de la capacité de travail. Et donc potentiellement ma récupération va en pâtir et les gains que j'aurais pu faire si j'avais été 100% spécifique sur du street lifting, enfin ça va pas être aussi efficace simplement. Donc je préfère avoir cette approche-là, de me mettre à fond dans un truc pendant une bonne année, même plus d'une année, pour expérimenter un maximum de choses sans forcément vouloir mixer les disciplines. Et puis après, chaque chose en son temps, quand cette étape-là sera passée, je ferai mon choix. Je pense pour le moment retourner sur de la calisthénie, il y a de grandes chances. Mais après, on ne sait jamais. Je suis quelqu'un qui aussi change assez facilement, tu vois, d'objectif. Mhm. Euh, Ouais. j'ai du mal à être, comment dire, un spécialiste de quelque chose. J'aime beaucoup le fait d'être assez polyvalent et hybride. Et j'ai du mal à entraîner. Je serais incapable, par exemple, d'entraîner pendant 5 ans le même mouvement. Tu vois, il faut que j'ai du roulement, du changement, de la nouveauté pour pouvoir me stimuler et continuer à avoir la motivation de m'entraîner régulièrement. Donc voilà. Ok. Ouais, mais c'est vrai que des fois, la routine où on peut se lasser. Moi, je fais un peu pareil. J'aime bien changer de mouvement ou changer un peu de type d'entraînement. Comme ça continue de me stimuler, quoi. Bah oui, Tu c'est clair. parlais, tu parlais. Vas-y. Toi, tu entraînes quoi en ce moment, par exemple? Bah moi, pour l'instant, c'est muscu classique, on va dire. Mhm. Muscu classique. Mais pareil, dans ton Mais ouais, programme, tu fais pas pendant un an les mêmes exercices, quoi. J'imagine que tu changes un peu. ouais, voilà. Des Hmm. fois, je suis un peu plus sur des machines, des fois un peu plus poids libre. Je sais que dernièrement, parce que je fais du tennis en plus, j'étais axé sur les compètes de tennis. Du coup, je faisais plus de tennis, un peu de prépa physique, du coup, et muscu un peu moins. Là, j'ai rebasculé, j'ai fini mes compètes, du coup, c'est un peu plus muscu, tu vois, donc Mhm. ça dépend. Ouais, ça dépend des gens. Euh, Il y a des personnes qui sont capables de coller vraiment sur un mouvement pendant des années sans dévier du plan initial. Et puis il y en a d'autres qui ouais. ont besoin d'un peu plus de flexibilité, un peu plus d'expérimenter à droite à gauche des choses. Donc ouais, ça dépend de ton tempérament et de ce que tu as envie finalement. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais même, ça me fait penser, par exemple, ceux qui sont spécialistes en, bah, par exemple, powerlifting ou des choses comme ça, ils Mhm. vont être à fond sur trois mouvements pendant plusieurs années pour les plus expérimentés, quoi. Enfin, les champions qui ont des grosses perfs, quoi. Ouais, c'est clair. De toute manière, si tu veux être excellent, voire l'un des meilleurs dans un domaine, t'as pas le choix que de te spécialiser. Mais le problème de ça, c'est que ça Mm. demande beaucoup de sacrifices. Et Mm. personnellement, je pense pas être prêt à faire ces sacrifices. Je préfère être bon dans plusieurs domaines sans jamais forcément être le meilleur ou jamais être excellent, plutôt que le meilleur dans un truc, mais en devant faire beaucoup de sacrifices, quoi. Ouais, Il faut être tout pour faire un polyvalent, monde, quoi. comme on dit. Ouais, c'est ça. Mm. Tu parlais de tes objectifs tout à l'heure en street lifting. Tu pourrais nous dire un peu tes objectifs sur les différents mouvements en termes de perf? Ouais, carrément. Écoute, là, j'ai fait une compétition en mai, en mai, pardon, la FNSL Grand Ouest, donc c'est la Fédération nationale de street lifting qui a organisé une compétition interrégionale dans le Grand Ouest, donc de là où je viens, à Nantes d'ailleurs. Donc, pour ceux qui connaissent pas le street lifting, c'est 4 mouvements, c'est le squat, le muscle up lesté, la traction lestée et le dips lesté. Et ce jour-là, j'avais fait un total à 415. J'avais fait 83,25 en traction lestée, 20 kilos en muscle up, 116,25 en dips et 195,5 au squat. Et là, mes objectifs, bah écoute, j'aimerais beaucoup faire. Je me suis fixé l'objectif de faire entre 440 et 450 pardon, de total. Donc, je ne sais pas exactement la répartition exacte, mais globalement, j'aimerais bien faire un muscle-up à 25, une traction à 90, un dips à 125
et un squat à genre 210 ou 215 peut-être, j'en sais rien. Donc voilà, il me reste encore 4 mois là déjà avant de faire la compétition, il faut être sélectionné donc pour les sélections, mais ouais, c'est à peu près le total que je vise quoi. Ok. Ouais, ça fait des belles perfs, hein. Il y a, comment il s'appelle? Baki aussi, je pense que tu connais, que je Mhm. connais aussi, qui a des grosses perfs. Il doit faire les compétitions aussi, lui. Ouais, alors cette année, je sais pas s'il va participer, mais en plus je suis dans la même catégorie que lui, logiquement au moins de 94. Hmm. Je sais pas s'il va participer parce que là, il a les championnats du monde qui se déroulent à Cologne en Allemagne d'ici quelques semaines, fin septembre. Et je crois qu'il a dit que si il décrochait son troisième titre mondial, il arrêtait le streetlifting. Donc je sais pas s'il va participer au championnat de France cette année. Ok. Mais ouais, clairement, lui, il a des performances surhumaines. C'est un truc de fou. Ouais, ouais, j'ai vu. Je les ai plus en tête les perfs, mais c'est impressionnant. Je crois qu'il a 250 au squat, il a 40 ou 45 en muscle-up, 105 en traction, et en dips, là dernièrement, il a fait 3 fois 160, donc il a au moins, je pense, 170, quoi. Wesh. Ça, c'est un truc de fou, hein. Ouais, ouais. Ah Mais c'est ouais. bien, il faut des personnes comme ça qui nous tirent vers le haut et qui nous motivent, qui nous inspirent. Après, bon, il n'y a pas de secret, hein. Il s'entraîne depuis des années et il est assidu, discipliné, et voilà. Et puis, il a aussi la génétique qui va avec, forcément, parce que, bon, t'as beau avoir toute la bonne intention du monde, si t'as pas la génétique et les prédispositions pour devenir un champion, tu deviens jamais un champion. Donc il y a aussi ça, quoi. Ouais, ouais, c'est multifactoriel, comme on dit. Ouais, exactement. Mhm. J'aimerais parler un peu de calisthénie, axer un peu sur la calisthénie que tu connais bien. Est-ce que déjà tu pourrais un peu expliquer enfin, définir la calisthénie, expliquer la différence entre la calisthénie, le street lifting, le street workout, un peu tous les entraînements physiques Mhm. qu'on retrouve. Ouais, la calisthénie, du coup, de base, ça vient de l'ancien grec kalosténos, qui veut dire force et beauté, d'où le nom de notre plateforme en ligne, Stenios. Ok. Et en gros, il y a quatre branches principales dans la calisthénie, ou le street workout, t'appelles ça comme tu veux. Il y a donc le street lifting, qui est une branche, qui est la branche force du street workout. Donc où là, l'objectif, c'est de porter les charges les plus lourdes sur des formats de répétition courts, donc une rep. Ensuite, il y a le set and rep. Donc là, l'objectif, c'est l'inverse. C'est pas de la force, mais c'est de l'endurance de force. Et l'objectif, c'est de faire beaucoup, beaucoup de répétitions sur les différents mouvements qui sont traction, dips, pompe, muscle up et squat aussi. Comme a fait Flo Marek, le dernier, comme il fait lui, je veux dire, c'est sa pratique de prédilection, Ouais. le dernier intervenant que tu as eu sur le podcast. Donc voilà, tu as déjà ces deux branches-là, et ensuite tu as le côté un peu plus figure, où tu as les figures statiques, donc où là l'objectif ça va être de réussir des mouvements issus de la gymnastique principalement, comme le back lever, le front lever, la planche, le muscle up aussi, on fait partie, tous les mouvements un petit peu avancés et issus de la gymnastique qu'on peut retrouver, le handstand, le drapeau, tout ça. Et il y a le côté aussi freestyle, où là, du coup, l'objectif, c'est principalement de faire du statique aussi, mais aussi de faire des figures, des acrobaties un petit peu à la barre, des 360, des backflips, etc. Donc voilà un petit peu les quatre branches. Moi, personnellement, j'ai jamais fait de freestyle. Ça m'intéresse pas particulièrement. J'ai très peu fait de set and rep plutôt sur mes premières années quand je débutais, et je me suis assez rapidement orienté vers les figures statiques finalement, réussir différents mouvements avancés. Et maintenant le street lifting. Voilà, donc voilà un peu pour les différences. Ok. Et concernant un peu ta pratique, alors du coup, ça fait combien de temps que tu fais du street lifting là? Street lifting officiellement à 100%, on va dire, depuis novembre dernier. Donc ouais, Ouais, ça fait 10 mois quoi. ouais, dis-moi. Ok, bah, du coup, je sais pas si t'es plus en termes de méthode d'entraînement, si t'es un peu plus familiarisé avec le street lifting ou ton ancienne pratique, mais si on prend le street lifting, comment toi tu répartis un peu
tes charges d'entraînement et tes entraînements avec les différents mouvements, comment tu arrives à gérer un peu tout ça? Bah ça c'est ça dépend des mouvements déjà. Tu parles en termes de fréquence, de En répartition de ma semaine d'entraînement? Ouais, de manière, générale, parce que qu'avec les différents mouvements, ouais, c'est ça, de manière générale sur une semaine avec les différents mouvements quoi, là, en termes de planif quoi, ou de Euh, cycle, ça dépend comment tu fonctionnes en fait. Ouais, bah en fait, ça dépend des périodes. Il y a des périodes, on va plus, surtout que là maintenant, je me fais coacher. Donc, par le passé, je faisais mes propres programmations. Pour te donner un petit peu la structure que j'utilise aussi avec mes clients, finalement, là, c'est ce que je fais avec mon coach parce qu'il a un peu la même approche que moi. Mais c'est aussi quelque chose que je fais personnellement. En fait, ça dépend vraiment de tes points forts, de tes points faibles, de tes facteurs limitants, du mouvement aussi. Par exemple, un muscle-up, notamment quand on se rapproche des catégories lourdes, on va pouvoir l'entraîner souvent moins souvent que, qu'un squat ou une traction parce que c'est plus traumatisant tout simplement. Donc on a tendance à faire en sorte que le muscle-up soit un peu moins il y a un peu moins de fréquence sur le muscle-up, donc plutôt que de l'entraîner. Globalement, on va dire qu'on va partir sur 2 fois par semaine pour tous les mouvements. Après, c'est encore une fois à individualiser. Tu vois, si jamais je commence à avoir des petites douleurs au niveau du coude, au niveau de l'épaule, eh ben, je vais jouer sur ma fréquence d'entraînement, mon volume d'entraînement sur le mouvement qui me fait mal. Je vais peut-être le mettre en arrière-plan pendant un moment pour mettre plus d'attention sur un autre mouvement. Donc, je te dirais franchement, il y a pas de truc figé dans le marbre et c'est vraiment en constante évolution en fonction de mes besoins, en fonction de mes problématiques. Et ouais, voilà un petit peu comment ça s'organise. Mais là, pour te donner le plan, la feuille d'action en ce moment même, c'est très simple. Je fais 2 fois chaque mouvement par semaine. Je m'entraîne en haut du corps, bas du corps. Donc, haut du corps, je vais entraîner muscle up, traction dips. Et bas du corps, je vais faire squat et en mouvement d'assistance du soulevé de terre. Euh, et voilà, tout simplement. Il n'y a pas de truc très compliqué quoi, en termes de planification. OK, ouais, c'est en fait, c'est comme tout en fait, faut vachement, individualiser en fonction de la personne, ses problématiques, ses éventuelles douleurs. Mhm. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais et après tu fonctionnes un peu comme les powerlifters? En termes de nombre de reps, de RPE peut-être aussi, je sais pas? Ouais, exactement. Bah, en fait, le street lifting, étant donné que c'est une discipline qui est naissante, c'est pas encore très connu et c'est en plein essor ces derniers mois. Euh, il y a encore beaucoup de choses qu'il faut mettre en place et on a beaucoup de choses à apprendre du powerlifting puisque comme je le disais précédemment, finalement c'est le même sport, c'est juste des mouvements différents, à l'exception du muscle-up qui est un mouvement plus basé sur l'explosivité où du coup ça se rapprocherait peut-être plus de l'haltérophilie où on va faire un snatch. En fait, le muscle-up c'est un snatch inversé. Euh, mais sinon, ouais, les principes d'entraînement, le développement de la force et de l'hypertrophie, c'est des choses qui sont aussi applicables, tout aussi applicables au street lifting. Donc effectivement, on reprend énormément des principes de base, les différents formats de répétition sur des répétitions courtes, les différents blocs d'entraînement pour ce qui est de la périodisation, faire des blocs de volume, des blocs d'intensité, des blocs de picking. Euh, les RPE aussi pour pouvoir gérer son intensité au niveau de l'effort, donc savoir à quelle proximité de l'échec est-ce qu'on se trouve réellement. Franchement, c'est vraiment deux pratiques qui sont très similaires et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de powerlifters, que certains powerlifters coachent en streetlifting et vice-versa, que certains streetlifters coachent en powerlifting parce que finalement, c'est jumelé. Il y en a même beaucoup qui font les deux programmations finalement, c'est-à-dire qui s'entraînent en powerlifting, mais aussi en streetlifting, soit en simultané, soit en faisant un bloc sur deux, enfin voilà, en arrangeant leur année d'entraînement de diverses manières pour pouvoir entraîner finalement, donc non pas les 4 mouvements du streetlifting, mais les 7 mouvements du streetlifting et du powerlifting qui rajoutent du coup ben, le développé couché et le soulevé de terre, les 6 mouvements, pardon, du coup, pas 7. Mmh. Ah ouais, dans ce cas-là, ça fait une grosse, charge d'entraînement quoi, ceux Bah, qui il font faut tout ça en savoir même temps. jongler, ouais. Il faut savoir Ouais, jongler. Souvent, ce que tu vas faire, c'est que tu priorises, par exemple, soit ton dip, soit ton développé couché, soit ton soulevé de terre, soit ton squat. Mais c'est sûr que c'est difficile de tout faire en même temps, voire même impossible. Et puis, généralement, plus tu t'éparpilles et moins tu as de résultats sur les différents mouvements que tu entraînes. Donc, la manière
qui se fait le plus, c'est simplement de passer par des phases de spécialisation où tu vas faire, par exemple, 3 mois ou 6 mois focus sur du street lifting, et puis derrière 3 mois ou 6 mois focus sur du powerlifting, et t'inverses comme ça en fonction des échéances et des compétitions que tu as aussi de prévues dans ton calendrier. Ok. Et comment tu gères ta récup, toi, notamment récup, je pense, nerveuse? Tu fais des deloads, par exemple, ou tu utilises des compléments alimentaires, je sais pas, des techniques de récup? Ma meilleure technique de récup, c'est de dormir bien. Ouais. C'est Oui, oui, c'est tout je bête, suis mais d'accord, ouais. Oui, oui. c'est tout bête, mais il n'y a pas de truc magique, quoi, on va dire. J'optimise ma récupération, j'essaie d'adapter mon mode de vie pour faire en sorte qu'il soit le plus sain possible et le plus optimisé pour pouvoir encaisser un maximum de volume sur mes entraînements. Après, je te mentirais si je disais que je faisais des trucs spécifiques, des massages ou des trucs particuliers. Non, je vais à la salle, je fais mon échauffement, ma montée en gamme et je m'entraîne comme tout le monde. Et après, quand je rentre chez moi, bah, je mange bien, je dors bien. Je prends des compléments alimentaires de temps en temps et encore pas tout le temps, et ça dépend quoi, mais pas beaucoup. Et puis voilà, je fais attention à mon apport en protéines, je fais attention à être en léger surplus calorique la majorité de l'année pour pouvoir prendre du muscle. Et puis après, je fais attention à éviter aussi d'avoir trop de stress dans mon environnement, dans mon travail, dans mes relations sociales, etc., pour faire en sorte de récupérer le plus efficacement possible. Et puis après, je jongle avec ça pour ce qui est de mon volume, ma fréquence et mon intensité dans mes entraînements. Si je vois que je peux en faire plus, ben, je pousse un peu la machine. Si je vois que j'en fais trop et que je récupère pas assez, que je commence à déclarer des petits inconforts, des petites douleurs, et ben là, je fais l'inverse. C'est-à-dire que j'adapte ces 3 variables de l'entraînement pour faire en sorte que ça corresponde à ma capacité de récupération actuelle. Mais ouais, Mm. pas de truc magique. De toute façon, le sommeil, c'est le truc le plus important, quoi. Ouais, mais on en revient toujours à la même chose, les bases, quoi, s'entraîner, bien dormir, bien manger, en général, déjà, si on respecte bien ça, déjà, je pense qu'on progresse bien. Et après, c'est vraiment de la micro-optimisation, j'ai envie de dire, ce qui va Mhm. être massage, douche froide, tout ça. Encore douche froide, c'est un peu controversé, mais Ouais. c'est un autre sujet. Toi, t'en penses quoi de la douche froide ou des bains froids? Euh, J'ai pas vraiment d'avis, je t'avoue, et je me suis pas ultra renseigné sur le sujet. Je sais que ça a eu un petit peu le vent en poupe ces derniers mois. Et puis, il y a pas mal d'études scientifiques qui ont révélé que finalement, pour l'hypertrophie, c'était pas forcément l'idéal parce que, alors, je saurais pas te dire la raison pourquoi exactement, donc je vais pas m'avancer sur ce sujet que je ne maîtrise absolument pas. Mais ouais, il y a des études assez controversées et finalement, peut-être que c'est pas si efficace enfin même très certainement, c'est pas si efficace que ce qu'on pourrait nous faire croire. Donc ouais, non, moi j'utilise pas tous ces trucs-là. Juste, j'optimise mon sommeil, je fais en sorte de dormir 8-9 heures par jour, des siestes quand j'en ai envie, quand je ressens le besoin. Et puis voilà, quoi, être actif, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Éviter les fast-foods, manger de la nourriture saine et le moins transformée possible, faire Mm. gaffe à mon apport en protéines, avoir mon léger surplus calorique, comme je disais. Et puis c'est déjà, alors, déjà là, tu remplis plus Ouais, de 90% du contrat, quoi. ouais, c'est clair. Mais ouais, pour la douche froide, par rapport à l'hypertrophie, je crois que c'est parce que, en fait, si on est c'est vraiment, si l'eau elle est vraiment froide, ça va bloquer un peu tout ce qui va être inflammation, tout ça. Alors que Ouais, les exact. inflammations et les réponses, tout ça, sont nécessaires pour entraîner justement les réponses après Les adaptations. physiologiques, quoi. Ouais, les adaptations, tout ça. En fait, Mhm. ouais, ça va bloquer un peu. Mais il y a un podcast que je recommande là de Samuel Breton. C'est le Smart Training Podcast. Il a fait un podcast sur le froid et c'est super intéressant. Il remet un peu en cause ce qui a été dit tout en évoquant quand même les avantages qu'il y a et franchement, c'est super intéressant. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, mais ça me revient maintenant que tu parles d'inflammation, effectivement, et ça bloque ça bloque ce truc-là, et du coup, ça fait en sorte que derrière, tu peux pas avoir d'adaptation parce que ton corps a pas eu, enfin, ton cerveau a pas eu le message comme quoi il y avait de l'inflammation, pardon, au niveau des tissus musculaires. Ça me revient, effectivement. Ouais, ouais, ça minimise et ouais, ça optimise pas quoi. Mhm. Donc voilà. Après, encore une Euh, fois, c'est une goutte d'eau dans l'océan, quoi.
Oui, C'est oui. pas parce que vous allez faire des bains froids. Alors peut-être que je m'avance un peu, hein, mais je pense pas que ça soit parce que tu fais des bains froids que tu vas plus du tout avoir de gains en masse musculaire et de réponse au niveau du système nerveux pour pouvoir avoir ces adaptations-là. Donc, ouais. Non, mais de toute façon, ça peut pas bloquer à 100%. C'est une partie, je sais pas Mhm. combien, hein, mais c'est un peu, quoi. Donc, bon, voilà. Après, bon, ça Et reste c'est bon encore à un petit peu, savoir. quoi. Ouais, c'est bon à savoir, ouais. Mhm. Par rapport à ta récup, tu fais enfin, c'est pas de la récup, mais par rapport à tes charges d'entraînement, est-ce que tu fais des deloads pour mieux récupérer nerveusement? Oui, ouais, excuse-moi, c'est une question que tu m'as posée tout à l'heure. Oui, oui, bien sûr. Et Dans la plusieurs. planification, ouais, il y a des semaines d'entraînement plus cool, des semaines de décharge musculaire régulières pour pouvoir dissiper la fatigue que tu as pu accumuler sur les dernières semaines, les semaines précédentes du bloc. Donc oui, c'est très important et c'est un des principes de toute manière fondamental de l'entraînement en force et en hypertrophie, de faire monter graduellement la fatigue nerveuse, musculaire et tendineuse, et de la faire redescendre surtout de temps à autre parce que au fur et à mesure que tu appliques la surcharge progressive, eh bien, ton niveau de fatigue augmente aussi. Et au bout d'un moment, ton niveau de fatigue va masquer ta capacité à réaliser une performance. Donc oui, pour reprendre sur des cycles productifs et plusieurs semaines productives, on va effectivement appliquer des semaines de décharge. Et avant une compétition, on va aussi appliquer, comme une semaine de décharge, on appelle ça un taper, pour pouvoir arriver le jour J sur la compétition avec un pic de performance et pouvoir exprimer un niveau de performance qui n'est pas représentatif de ton niveau à l'année. Donc c'est ça qu'on va chercher à faire graduellement monter l'intensité et le volume pour pouvoir atteindre ce pic de performance. Ce que tu appelles un taper, c'est la même chose qu'une période d'affûtage? Ou c'est... J'ai jamais entendu ce terme, Ah mais ouais, peut-être. non, parce que taper, je connaissais pas ce terme, affûtage. Ouais, c'est en général avant les compètes aussi, on va réduire un peu les charges d'entraînement pour justement avoir un Surcompensé. pic, ouais, surcompenser, avoir le pic de performance Ok. à ton moment de compétition, quoi. Bah, très certainement, Ouais, alors, mais effectivement, c'est j'utilise peut-être des un nom termes anglais, différent. mais Ouais, c'est peut-être ça, je sais pas. Bon, de toute façon, ça a le même, la même, même objectif. ouais, voilà, le même objectif, ouais. Hmm. Ouais, ouais, Ok. sûrement. Mais oui, oui, très certainement que c'est la même chose. Ouais. Mais je connaissais pas, tu vois. Après, je suis pas beaucoup de préparateurs physiques français ou de choses comme ça, donc peut-être que ça vient de là aussi. Ah oui, bah ouais, moi je connais ça via la prépa physique. Ouais. Est-ce que tu aurais des idées reçues là, à faire un peu ressortir ou des erreurs courantes qu'on entend sur la calisthénie? Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Le truc qui me vient tout de suite en tête, déjà, et le truc auquel je me suis identifié pas mal, c'est quand j'ai commencé la calisthénie, j'ai fait l'erreur de penser que je faisais de la calisthénie, donc je m'identifiais aux personnes qui faisaient de la calisthénie, au groupe de pratiquants. Et du coup, pour ces raisons-là, je voulais pas utiliser de charge, je voulais pas utiliser d'haltères, de barres, de machines, parce que je me suis dit, je m'entraîne au poids du corps, je vais tout faire au poids du corps. Et en fait, on se rend compte que c'est dommage parce que oui, tu peux te muscler, tu peux gagner en force et tu peux développer tes qualités physiques de manière générale juste avec le poids de ton corps, en utilisant différents exercices, etc. et différentes méthodologies. Mais c'est dommage de se priver de certains outils. Quand on a une caisse à outils remplie, c'est dommage de prendre que un tiers de la caisse à outils pour réparer quoi que ce soit, tu vois. Autant tout utiliser et utiliser l'outil le plus approprié à la situation. Et les charges additionnelles, les haltères, les barres, tout ça, c'est extrêmement utile pour pouvoir assister finalement ta pratique de la calisthénie. Simplement parce que c'est beaucoup plus facile et quantifiable d'ajouter 2,5 kg sur une barre que de devoir faire des marques au sol pour pouvoir observer ton évolution sur un mouvement au poids du corps en regardant ton degré d'inclinaison. Enfin bref, c'est beaucoup plus difficile d'observer sa progression au poids du corps sur certains mouvements tandis qu'avec les charges libres, c'est très facile, quoi. C'est noir ou blanc. T'ajoutes au fur et à mesure des semaines de la charge et t'as pas trop à te poser de questions.
Donc il y a ce premier point-là, de ne pas se mettre dans une case et de ne pas avoir peur d'utiliser tous les outils qu'on a à disposition pour pouvoir optimiser sa progression. Il y a aussi le fait que souvent la mentalité des gens qui font de la calisthénie et du street workout aussi de manière générale, c'est un peu la mentalité d'Havaï avec laquelle je raisonne absolument pas. C'est-à-dire de toujours en faire plus, de toujours aller plus loin, faire plus de volume, plus de séries, plus de reps, plus souvent, plus longtemps. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup en calisthénie, la mentalité un peu no pain, no gain. Moi, j'accroche pas du tout avec ça parce que finalement, tu vas être limité par ton corps. Ton corps a une capacité de récupération limitée à l'heure actuelle et tu vas pas pouvoir passer de 10 séries par semaine à 50 séries par semaine. Donc, tu peux le faire de manière graduelle et intelligente, évidemment. En faire plus et appliquer la surcharge progressive, ça reste un des principes de base de l'entraînement. Mais ne pas le faire n'importe comment et ne pas toujours aller à l'échec musculaire, pas toujours faire des séries interminables, etc. Donc il y a ce deuxième point, surtout par rapport à l'échec musculaire finalement. Ce qu'on remarque très régulièrement, c'est que les gens s'entraînent tout le temps à l'échec, ou très souvent. Et en fait, on n'a pas besoin de s'entraîner en étant très très proche de l'échec. Quand je dis très très proche, c'est genre à une rep ou même complètement à l'échec, pour induire des adaptations, induire une stimulation. Donc voilà, aller à l'échec musculaire, c'est taxant, ça t'apporte plus de préjudice qu'autre chose finalement sur le court terme. Même si tu peux te dire, bon, bah, c'est cool, j'ai fait un PR, j'ai fait X reps, mais finalement, ton niveau de fatigue va augmenter de manière drastique, ton exposition au risque de blessure va augmenter de manière drastique et exponentielle. Du coup, il vaut mieux en garder un peu plus en réserve et s'entraîner en étant, entre guillemets, loin de l'échec, mais toujours proche de l'échec, plutôt que vouloir sans arrêt avoir la mentalité no pain, no gain et se buter et finalement déclarer un début de tendinopathie au bout de 3 semaines d'entraînement parce que tu n'as pas écouté ton corps et les petits signaux qu'il lui envoyait, et puis surtout, tu en as fait beaucoup trop par rapport à ce que tu étais capable d'encaisser. Donc ça serait les deux trucs principaux. Je réfléchis en même temps si j'en ai pas d'autres, mais là, comme ça, des croyances, des croyances limitantes, t'as dit, non, des idées reçues. Ouais, les idées reçues. Après, je rebondis juste sur l'échec. Est-ce que tu le vois pareil, la fatigue que induit l'échec? Par exemple, quand on fait de la force, qu'on est par exemple en dessous de 5 reps et qu'on est sur du lourd comme pour du street lifting ou de powerlifting, là, si on va à l'échec surtout, nerveusement, ça tape beaucoup. Mais par exemple, si on fait des séries, j'ai une fourchette entre 10 et 15 reps, voire plus. Si on va à l'échec, ça fait moins de fatigue nerveuse, peut-être une fatigue différente, mais il y aurait moins de fatigue nerveuse. Je sais pas ce que tu en penses. Alors la fatigue nerveuse, oui, mais la fatigue musculaire et tendineuse et articulaire, non. Et encore une fois, ça dépend des mouvements. Si tu fais une série de 15 au soulevé de terre où tu vas à l'échec, ça va sacrément comment dire, augmenter ton niveau de fatigue. Alors que si tu fais une série de 15 à l'échec sur du biceps curl, le rapport sera complètement différent et tu vas beaucoup plus rapidement récupérer d'une série à l'échec de biceps curl que d'une série à l'échec de soulevé de terre. Euh, mais oui, de manière générale, pour la fatigue nerveuse, c'est sûr que plus tu vas augmenter ton nombre de répétitions, plus ça va être plus le facteur limitant va être les tissus musculaires et les tissus conjonctifs. Tandis que plus tu vas te rapprocher de l'échec sur des charges lourdes et des formats de répétition courts, plus ça va être effectivement la fatigue nerveuse et aussi la fatigue des tissus conjonctifs qui peut être impactée parce que c'est assez traumatisant de faire un dips à 100 kg en étant très très proche de l'échec. Voilà, ça dépend aussi des mouvements en vérité. Il y a des mouvements qui sont, quand tu es bien stable, que tu es sur une machine, que, comment dire, t'as pas trop de facteurs externes où tu peux pousser sans être, sans avoir à te stabiliser. Là, ouais, très probablement que tu pourras te rapprocher beaucoup plus souvent de l'échec musculaire que si tu dois gérer toi-même ta charge, ton corps dans l'espace et tous ces trucs-là, quoi. Ouais, ouais, je voulais rebondir là-dessus parce que ouais, je pense que c'est important de relativiser par rapport
Parce que l'échec par rapport au type d'exercice, par rapport au si on est plus axé sur la force, plus sur de l'hypertrophie, ça induit pas forcément la même fatigue. Et comme tu disais tout à l'heure, là, 15 reps sur un soulevé de terre, ça va être plus fatigant que 15 reps sur du biceps curl ou des extensions pour les triceps, quoi. Ouais, Ça, de carrément. l'échec là-dessus. Hmm. Et oui. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, j'allais dire, c'est deux trucs radicalement différents. Il faut bien faire la distinction, quoi. Un Ouais, exercice n'est pas égal à un autre exercice. ouais, carrément. Je sais pas si tu avais d'autres idées reçues en tête Pour que les tu idées aimerais clarifier. reçues, ouais, si, il y en a peut-être une autre aussi. Il y a peut-être pas mal de personnes, notamment chez les personnes un peu plus âgées, qui ont peur de se mettre à la calisthénie parce qu'ils se disent, bon, ben, pour faire ce genre de figure, ce genre de mouvement avancé, il faut avoir commencé la gymnastique à 5 ans. Et lui, s'il réussit l'équilibre, c'est parce qu'il a un passé de sportif, qu'il a fait de la gym, etc. Ou s'il réussit le grand écart, c'est parce qu'il a fait de la gym. Et ouais, alors qu'en fait, ce qu'on se rend compte, pardon, c'est que bah, tu peux développer tes qualités physiques, peu importe ton âge finalement. Et le plus tôt tu commences, le mieux, c'est sûr. Mais c'est jamais trop tard pour commencer. Je pense qu'il y a pas mal de personnes un peu plus âgées qui se mettent des barrières par rapport à ça, parce que ça paraît impressionnant, et c'est impressionnant hein, de réussir un drapeau, Mhm. de réussir un grand écart, de réussir un handstand. C'est des choses impressionnantes. Mais pour te donner un exemple, tu vois, sur notre plateforme, on a des personnes de 60 ans et plus, et qui se débrouillent super bien et qui arrivent à progresser, à gagner en souplesse, à gagner en flexibilité, à réussir des mouvements avancés comme le handstand ou le drapeau. Tu vois, donc il n'y a pas de. Il faut pas se mettre des barrières par rapport à l'âge. Et le plus tôt vous commencez, le mieux ce sera. Donc, si jamais vous êtes intéressé par ce style d'entraînement, bah, commencez dès demain, quoi. Même tout de Mhm. suite. T'aurais des conseils à donner pour les débutants, parce qu'on commence pas n'importe comment, parce que bah, déjà des tractions pour certains c'est peut-être compliqué, muscle up, ça demande beaucoup de coordination. T'aurais des techniques pour le débutant, pour ceux qui veulent commencer Euh, aujourd'hui. ouais, bah, le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un qui débute, c'est même quelqu'un qui débute pas, c'est de se faire encadrer, d'aller voir quelqu'un qui a des compétences qu'on n'a pas et qui a réussi quelque chose qu'on souhaite réussir aussi. C'est forcément un peu plus onéreux, mais c'est le chemin le plus rapide. De toute manière, il y a pas photo. Quand tu as quelqu'un qui est passé par les mêmes difficultés que toi et qui peut t'expliquer précisément et individualiser les conseils en fonction de ton cas à toi, il n'y a rien qui te fera gagner plus de temps. Et je dis même pas ça pour vendre mes services parce que je m'en fiche complètement, mais faites-vous encadrer par quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui est pédagogique et qui pourra vous aider. Ce sera le truc le plus efficace. Après, de manière générale, pour les débutants, des conseils, écoute, simplement ne pas vouloir en faire trop, commencer petit, toujours essayer de commencer petit et de voir comment ton corps réagit et adapter en fonction. Si tu vois qu'avec 5 séries de traction par semaine, tu récupères bien, tu n'as pas forcément de douleur, tu progresses, eh bien reste sur 5 séries de traction par semaine. Et puis le jour où tu vois que ça commence à stagner, bah, augmente ton volume d'entraînement. Donc toujours y aller étape par étape, pas commencer avec je sais pas, un format ultra spécifique ou la routine de ton athlète préféré, parce qu'il y a quasiment 100% de chances que cette routine ne te convienne pas parce que tu n'auras pas les mêmes acquis, la même capacité de récupération que l'athlète à qui tu vas prendre la programmation. Donc, toujours faire en fonction de soi et de son profil, essayer d'individualiser au max, mais ça demande des connaissances forcément. Donc, franchement, je reviens à ce que je disais initialement, c'est de se faire encadrer. Après, l'avantage de ne pas se faire encadrer tout de suite, c'est que tu vas tester beaucoup de choses. Comme moi, ça a été mon cas, j'ai mis beaucoup de temps avant de me faire coacher, avant de confier ma programmation à quelqu'un. L'avantage de ça, c'est que tu vas tester plein de trucs. Il y a plein de trucs qui vont pas marcher. Tu vas perdre du temps, mais tu vas savoir ce qui va pas avoir marché. Et du coup, par la suite, que ce soit pour toi ou pour les autres, tu seras en mesure de dire, OK, bon, bah, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, ça fonctionne. Et du coup, tu vas pouvoir
avoir un œil beaucoup plus objectif et pouvoir prendre du recul pour pouvoir donner ton avis sur telle ou telle méthodologie, tel ou tel format d'entraînement, tel ou tel exercice. Donc voilà, il y a du positif et du négatif dans les deux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu cherches le chemin le plus court, fais-toi encadrer par quelqu'un, ou alors renseigne-toi, si tu veux pas forcément payer, renseigne-toi sur les créateurs de contenu les plus à la page, on va dire, et ceux qui te plaisent le plus sur les différents réseaux sociaux, parce que bon, il y a tellement de contenu gratuit maintenant que ouais, il y a largement de quoi faire juste avec le contenu gratuit. Mais le problème de ça, c'est qu'il va falloir aller chercher l'information à droite, à gauche, tandis que quand tu te fais encadrer, ben, tu as tout d'un coup qui est structuré. Ok, tu fais ça, tu as le plan d'action, et ça va se passer comme sur des roulettes, et tu vas progresser, quoi. Donc ouais, ça Ouais, serait mes conseils. ouais. Tu aurais un panel d'exercices de base à maîtriser avant de vouloir se lancer sur des figures un peu plus spectaculaires? Ben, déjà, oui, effectivement, maîtriser les mouvements de base de la discipline qui sont les pompes, les dips, les tractions et le tirage inversé, donc les tractions horizontales, que ce soit aux anneaux ou à la barre, ça sera un prérequis important. Après, contrairement à ce qu'on peut entendre régulièrement, vous n'aurez pas besoin d'être capable de faire 30 ou 40 reps de ces mouvements-là. Si déjà vous êtes capable de faire une dizaine de répétitions propres sur ces différents mouvements. Je pense notamment aux tractions dips et même pourquoi pas pike push-up, donc les pompes avec les hanches au-dessus des épaules pour avoir une forme de poussée verticale, poussée au-dessus de la tête, comme du développé militaire mais au poids du corps. Bien déjà, rien qu'avec ces 4-5 mouvements, si vous êtes capable de faire une dizaine de reps, ça veut dire que vous avez construit une bonne fondation, que vous avez suffisamment de masse musculaire et suffisamment de force pour pouvoir commencer à vous intéresser aux mouvements un peu plus difficiles, peu importe ce qui vous intéresse, muscle up, planche, front lever, ouais. Ok. Après, j'imagine que pour progresser après sur les mouvements de base, ça suit la même logique, c'est-à-dire augmenter le volume d'entraînement, surcharge progressive, mettre du poids en plus aussi, pourquoi pas. Et après, pour faire la transition entre les mouvements de base et les figures de street workout, tout ça, il faut passer par des mouvements intermédiaires ou faut directement aller sur ces mouvements-là? Comment tu gères un peu cette transition? Pour commencer, une fois que tu as déjà la fondation et que tu veux t'intéresser au mouvement avancé, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Tu as les bases et tu as envie d'aller se lancer par exemple sur un front de lever, un muscle up, une planche, j'en sais rien. Eh ben, l'idée, c'est de décomposer, enfin nous, c'est comme ça qu'on fonctionne sur Stenios, c'est simplement de décomposer le mouvement en plusieurs étapes, simplement. Quand tu vas, imaginons, je prends le front lever comme exemple, donc être capable de tenir à l'horizontale en planche, certains appellent ça la planche, mais c'est donc le front lever bras tendu. Eh ben, si on prend cet exercice-là, tu vas pas tout de suite commencer par faire du front lever. Tu vas prendre les régressions. Donc, par exemple, tu vas rapprocher tes genoux de ton buste, tu vas te mettre en petite boule pour réduire au maximum le levier. De toute façon, la calisthénie, c'est tout par rapport au levier. Il faut, sur la calisthénie, ce qui est important de comprendre, c'est les leviers euh, et comment contrôler son corps dans l'atmosphère, comment faire en sorte de trouver des régressions et des progressions pour chacun des mouvements. Donc, comment rendre un exercice plus difficile ou plus facile sans avoir à relayer sans avoir à utiliser de la charge additionnelle, parce que souvent on s'entraîne dans des parcs et on n'en a pas. Donc c'est là tout l'enjeu. Donc excuse-moi. Donc oui, le front lever, tu vas le décomposer en plusieurs étapes. Tu vas avoir le tuck front lever. Donc tu vas être en position de boule, les genoux vraiment très très proches du buste. Après le advanced tuck front lever, là tu vas créer un angle de 90 degrés entre ta cuisse et ton buste. Donc là tu vas éloigner un petit peu tes genoux de ton buste et du coup le levier va être plus important. Tu vas être mécaniquement ça va être plus désavantageux. Il va falloir que tu exerces plus de force pour tenir cette position. Et puis au fur et à mesure, tu vas simplement augmenter comme ça les leviers. Donc après, tu vas passer sur du one leg advanced tuck. Donc tu vas tendre une jambe et tu vas garder l'autre fléchi à 90 degrés. Puis du one leg advanced, super advanced tuck, donc à 120 degrés. Puis du one leg hyper advanced tuck à 150 degrés. Puis la position en full. Donc ça, c'est par exemple les différentes étapes, les différentes progressions pour le front lever.
Et après ça, tu peux aussi t'aider d'élastiques. Alors après, il faut les mettre correctement, mais voilà, pour briser le gap entre une progression et une autre, parce que des fois, il peut y avoir un fossé énorme entre une progression et une autre, même si comme ça, ça paraît pas forcément. Tenir 10 secondes une position et tenir 10 secondes la progression d'après, c'est parfois complètement impossible en fait. Donc pour ça, les élastiques vont être intéressants et vont te permettre euh, de, euh, de t'assister pour pouvoir réduire la difficulté et tenir plus de temps dans la position, accumuler du volume d'entraînement, avoir les bonnes positions au niveau des placements articulaires et des activations musculaires. Donc ouais, voilà, globalement, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. C'est séparer le mouvement en plusieurs étapes et puis y aller étape par étape. Valider 10 secondes de tuck planche, valider tuck front lever, pardon. Ensuite, une fois que tu as validé 10 secondes de tuck front lever, bah, tu passes au advanced tuck front lever. Tu travailles jusqu'à réussir 10 secondes de advanced tuck front lever. Après 10 secondes ou 5 secondes de super advanced tuck front lever, etc., etc., jusqu'à te rapprocher progressivement de la variation finale. Ok, ouais, faut être hyper progressif, quoi. Ouais, comme tu as dit, en fait, tu as tout dit, Mm. quoi, et étape par étape. Ok, Ouais, parce que ce qu'on se rend compte souvent, c'est que les personnes essaient comme ça. Ceux qui ont pas beaucoup de connaissances dans la discipline, ils vont se mettre à la barre, ils vont tester directement la position finale, ou alors ils vont s'assister énormément avec beaucoup d'élastiques. Le problème de ça, c'est que la calisthénie, c'est une discipline apprentissage moteur. Il faut répéter pour que ça devienne en fait des habitudes et que ça devienne profondément ancré dans toi pour que tu puisses avoir les réflexes simplement d'avoir le bon positionnement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent entre un front lever et un beau front lever. Pour prendre encore une fois l'exemple du front lever, il y a plein de trucs à prendre en considération. Il faut avoir les bras tendus, il faut avoir les omoplates dans une certaine position, il faut avoir le bassin dans une certaine position. Toutes les articulations sont importantes en fait, et du coup, il faut être capable d'appliquer de la tension sur l'ensemble de son corps et pas seulement sur une zone. C'est pour ça que bien souvent on voit des front levers en portefeuille, donc avec le bassin complètement plié et pas un bel alignement, ou alors les épaules complètement en protraction. Bref, beaucoup de choses, ou les bras pliés. Il y a plein de trucs à prendre en compte. Et du coup, si on attaque le steak directement par les étapes les plus difficiles, ça fonctionne pas, ou très très rarement, à moins d'avoir un gros passé sportif et d'avoir déjà développé énormément sa force. Il y a certains mouvements pour lesquels ça peut fonctionner, même si on veut vraiment chercher une belle technique, il va falloir les pratiquer parce qu'il n'y a rien de plus important que la spécificité. Et pour optimiser un petit peu sa position, il va falloir passer par la répétition. Mais après, certaines personnes peuvent déjà effectivement avoir la force brute pour réaliser, par exemple, un drapeau, un muscle-up, même un front lever. Mais après, ouais, comme je disais, entre un front lever et un beau front lever, il y a un monde. Ouais, je suis d'accord. Mais ouais, mais c'est marrant parce que du coup, toute cette méthodologie d'entraînement, on retrouve, pardon, les principes fondamentaux en fait, que ça soit en calisthénie ou je sais pas, en préparation physique ou n'importe quoi, on retrouve ce principe de progressivité, aller étape par étape et pas vouloir tout faire d'un coup. Ouais. Bah, les mêmes principes s'appliquent, hein. Finalement, la calisthénie, Mm. contrairement à ce que certaines personnes peuvent dire, c'est de la force, la calisthénie. Et du coup, les mêmes principes s'appliquent. Et c'est pour ça que la calisthénie, streetlifting, powerlifting, c'est des trucs très similaires. Euh, et ouais. Ouais, les mêmes principes s'appliquent, donc faut suivre la même logique. Ouais, c'est ça. Après, forcément adapté au sport, quoi. Bah, le truc, c'est qu'en calisthénie, ouais, en fait, il faut expérimenter pas mal, il faut avoir connaissance des progressions et il faut être ingénieux. C'est un truc que je répète souvent, mais c'est super vrai. Il faut être ingénieux pour être capable d'observer sa progression parce que, comme je le disais tout à l'heure, en musculation, c'est très facile. En calisthénie, d'une séance à l'autre, si t'as pas des repères, si t'as pas des marquages, si t'as pas des techniques pour pouvoir observer ton évolution, tu sais pas en fait. Et quand tu sais pas si tu progresses, bah, au bout d'un moment, t'abandonnes parce que ça te gonfle. Donc, être capable d'accepter et de voir, surtout plus que d'accepter, les petites victoires, c'est super important pour une question d'adhésion sur le long terme. T'as des techniques pour voir sa progression? Je sais pas, moi je pense au carnet d'entraînement où tu notes tes temps dans Oui, telle ou telle position, tout ça. Il y en a peut-être d'autres.
Alors, les carnets d'entraînement, effectivement, ça sera l'outil un peu indispensable. Noter ses perfs, c'est la base. Si on note pas, on ne sait pas. Donc ça, c'est vraiment le truc incontournable. Après, la première technique la plus simple à mettre en place, c'est déjà de se filmer, d'avoir un retour externe sur ce qu'on fait, parce que souvent, entre ce que l'on fait, ce que l'on pense faire et ce que l'on fait, il peut y avoir un monde. Et avoir un retour externe avec une vidéo, ça te permet vraiment de savoir, ah oui, ok, là j'étais comme ci, comme ça, il fallait que j'améliore tel ou tel aspect. Tandis qu'encore une fois, si tu te filmes pas, tu penses être dans la bonne position, et puis finalement, le jour où tu te filmes, tu te fais, waouh, ah oui, ok, je suis comme ça, en fait, ça va pas du tout, j'ai plein de trucs à changer. Donc, avoir conscience des points sur lesquels tu dois travailler, déjà, c'est important. Bah, avoir la connaissance, parce que on aura beau te dire là ton front lever il est perfectible, mais si tu sais pas ce que tu dois perfectionner, si tu sais pas à quoi doit ressembler un beau front lever, ça va être difficile pour toi d'appliquer les conseils et d'avoir un focus interne lors de tes entraînements pour appliquer les modifications à appliquer lors de tes entraînements pour faire en sorte que ton front lever soit plus joli. Après, ça peut être, comme je le disais, des marques au sol. Il y a aussi des applications qui calculent l'angle qu'il peut y avoir entre ton numérus et ton buste, par exemple. Je pense notamment à la planche, où l'inclinaison au niveau des épaules va être importante. Donc, par exemple, tu vas commencer en tuck planche avec une inclinaison assez faible des mains. Tu vas avoir les mains au-dessus de ton bassin. Et puis, plus tu vas avancer dans les progressions pour pouvoir garder les mains au-dessus de ton bassin, pour pouvoir garder l'équilibre sur la planche, et plus ton degré d'inclinaison au niveau de l'épaule va augmenter. Donc ça peut être des trucs intéressants aussi. Je sais que ça s'utilise aussi beaucoup en flexibilité pour observer un petit peu le degré d'écartement au niveau de l'adduction des hanches, si tu veux réussir un grand écart facial. Tous ces trucs-là, ça va être des outils qui vont être intéressants pour pouvoir avoir des repères et savoir d'où tu pars et savoir si au fil des semaines tu évolues, quoi. Il y en a plein, mais ça dépend, c'est vraiment très spécifique aux exercices en question, donc je pourrais pas t'en donner 10 000 là de tête. Ouais, ça dépend vraiment des exos, quoi. Ouais, non, mais Et ouais, pour c'est chaque exo, il y a intéressant. des petits trucs, il y a des petits trucs à mettre en place pour se simplifier la vie. Utiliser des mètres aussi. Par exemple, positionner un mètre au sol. Bah, si tu veux travailler sur ta flexibilité pour savoir à quel écartement précis est-ce que tu es. Ok, là j'étais je dis n'importe quoi, à 2 mètres d'adduction de hanche. La semaine prochaine, je vais essayer de grappiller 2 centimètres et je vais me rapprocher de mon grand écart facial. Ou alors, bref, je vais pas tant. C'est pas forcément évident à expliquer comme ça. Il faudrait un support visuel, mais je pense que tu comprends l'idée. Mhm. Mais ouais, t'évoquais la vidéo, mais c'est vrai que les feedbacks vidéo, ça peut vraiment donner des repères. Parce que comme tu l'as mentionné tout à l'heure, entre ce qu'on pense faire et ce qu'on fait vraiment, des fois, il y a un décalage assez impressionnant. Donc, Mhm. en plus, Bah, la ouais, première fois que. c'est pas compliqué à mettre en place, quoi. Ouais. Non, c'est pas compliqué à mettre en place. Et puis tout le monde a un iPhone, un smartphone pour se filmer. Donc c'est le truc le plus simple à mettre en place et qui sera le plus rentable pour votre pratique. Mais je voulais dire, quand je faisais mes handstands, pendant longtemps, j'ai entraîné mon équilibre sur les mains. Et c'est seulement après, je sais pas moi, plusieurs mois que j'ai décidé de me filmer. Dans ma tête, tout était beau, tout était nickel, j'étais bien droit. Tu sais, j'avais la classe quoi, quand je faisais le mouvement. Mhm. Et puis je me suis filmé, j'ai regardé la vidéo, j'ai fait Ah waouh, merde, ok, c'est pas la c'est classe. à ça que ça ressemble en fait. Et du coup, bah, derrière, j'aurais pu continuer comme ça pendant des mois et des mois et penser que tout allait bien si personne m'avait rien dit. Mhm. Mais du coup, voilà, c'est juste pour dire à quel point la vidéo peut avoir des déclics, notamment pour des mouvements comme ça, qui sont très techniques, très spécifiques. Des mouvements où on a la tête à l'envers, on est encore plus déstabilisé, on ne sait pas où on est, on a de la Mhm. difficulté à établir notre schéma proprioceptif et à avoir des repères sur le positionnement de notre corps dans l'atmosphère. Donc ouais, filmez-vous. Déjà, ça c'est vraiment bah, avoir un carnet d'entraînement et se filmer, c'est le truc obligatoire. Ouais. Ouais, c'est la base en fait. Mhm. En plus, c'est la base, mais c'est vachement efficace en fait. Pour voir l'évolution, je pense qu'il y a rien de mieux en fait. Ouais, ouais. Nous aussi, ce qu'on a mis en place sur nos carnets d'entraînement pour nos membres sur Stenios, c'est aussi des petits calculateurs, des trucs tout simples, hein, mais des trucs qui vont te calculer ton tonnage. Tu as fait, par exemple, 3 séries de traction avec 10 kilos de lest supplémentaires.
ça va automatiquement te calculer la somme, ton tonnage, donc la somme totale de charges que tu as soulevées sur cette séance. Et puis au fur et à mesure que tu avances dans ton carnet, ben, tu as euh, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5, semaine 6. Et puis après, tu compares semaine 1 et semaine 6. Tu te rends compte que, OK, là, tonnage, j'ai soulevé 1000 kilos sur ma semaine 1. Semaine 6, j'étais rendu à 2000 kilos, je dis n'importe quoi. Mais comme ça te permet d'avoir un truc tangible sur lequel te reposer et savoir précisément si oui ou non tu as évolué, quoi. C'est des méthodes qui sont simplement utilisées dans les programmations de powerlifting, de musculation même, dans les carnets d'entraînement, les programmes. Mais malheureusement, en calisthénie, c'est pas encore ancré dans les habitudes des gens, quoi. Ouais, et bah, pour la surcharge progressive, c'est top. Et c'est des applis, t'as une application qui calcule le tonnage? Non, on a fait nos carnets d'entraînement directement sur Google Sheet, pardon. Donc c'est des formules en fait qui sont rentrées automatiquement et Ok. qui vont calculer tout de suite, qui vont faire série fois charge égale ton tonnage. Et Mhm. puis après, il y a pour le tonnage, mais il y a aussi pour la moyenne des RPE, savoir à quelle intensité relative sur ta séance tu étais. Par exemple, série 1, je suis RPE 7, série 2, je suis RPE 10. Eh ben, ça va te calculer une moyenne sur ces deux séries-là et tu vas voir que ton intensité moyenne sur l'ensemble de tes séries, elle va être de temps. Et du coup, encore une fois, semaine 1, semaine 2, semaine 3, tu vas voir le truc évoluer. Tu vas dire, OK, là, j'ai commencé trop haut, j'ai commencé trop bas, là, j'étais pas bien, il fallait que je rectifie ça. Bref, ça te donne des datas, en fait. Et le plus tu as de data, bon, après, il faut peut-être pas trop complexifier et pas aller trop loin, mais le plus tu as de data, le plus tu peux observer, le plus tu peux adapter ta programmation et Mhm. ta planification. Toi, tu utilises ça en coaching? Ouais, ouais. Dans les personnes que je suis individuellement et sur Stenios, ouais, c'est un truc que j'utilise beaucoup, ouais. Ouais. Ou calculer ton nombre de séries totales par séance aussi, voir un petit peu l'évolution. Bref, il y a pas mal de trucs que tu peux traquer. Après, il faut établir des priorités. Et puis après, ça, c'est des trucs qui sont bien à avoir, mais c'est pas essentiel. Je pense notamment aux débutants, c'est plus des outils intéressants quand tu commences à être intermédiaire avancé pour avoir plus de données. Mais de toute manière, un débutant, euh, peu importe entre guillemets ce que tu vas lui mettre, dans une certaine mesure, il va progresser assez facilement. Donc t'as pas besoin de te casser trop la tête. Et souvent, ce qu'on dit, c'est l'acronyme KISS, je sais pas si tu connais, c'est Keep It Simple Stupid, simplement conserver, enfin garder le truc simple, quoi, pas trop se casser la tête sur la programmation, notamment au début, et pas vouloir trop en faire. Après, si tu es dans une recherche d'optimisation, de compétition, de voilà, devenir le meilleur ou vraiment que tu es à fond dans ta pratique, là, oui, les optimisations, elles peuvent être intéressantes. Mais au début, je pense pas que tu aies besoin d'aller chercher très loin, quoi. La base, ça fonctionne très bien. Ouais, ouais. Et en parlant de coaching, ceux qui viennent te voir pour un coaching individualisé, c'est toujours la même chose? C'est vraiment je veux progresser en calisthénie ou alors t'en as d'autres qui vont venir, je dis une bêtise, mais par exemple utiliser la calisthénie en préparation physique ou des trucs comme ça. Ils ont souvent les mêmes C'est une bonne objectifs. question, ouais. Alors, il y a quelques temps, j'avais plus de personnes de profils un petit peu divers et variés, on va dire. Des gens même qui voulaient simplement se muscler, mais peut-être plus avec le poids de leur corps. Ou alors des gens, comme tu as dit, qui voulaient faire de la préparation physique pour d'autres sports. J'ai eu notamment un nageur, je me souviens avoir eu un nageur qui voulait se servir des exercices au poids du corps pour compléter sa programmation de natation. Mm. Bref, j'ai quelques exemples comme ça fait un petit moment, donc je les ai plus trop en tête. Mais plus ça va maintenant et plus j'oriente mon contenu calisthénie et streetlifting. Donc maintenant, les trois types de clients que j'ai, et aussi parce que je préfère coacher ces gens-là, donc maintenant ça m'intéresse plus trop déjà de coacher des personnes qui ont un objectif de préparation physique pour un autre sport, ou simplement pour de la perte de poids ou de la remise en forme ou de la musculation classique, on va dire. C'est par choix personnel et aussi parce que j'ai la chance de pouvoir choisir mes clients. Mais du coup, maintenant, les trois types de clients que j'ai, c'est soit des personnes qui sont 100% dans la calisthénie, qui veulent apprendre des figures, soit des personnes qui sont 100% dans le streetlifting, qui ont des objectifs de compétition et qui veulent performer sur les 4 mouvements de compétition du streetlifting, soit des personnes qui veulent mixer les deux
et qui veulent faire et calisthénie et strict lifting en même temps. En tout cas, en sélectionnant certains mouvements, on se concentre rarement sur tout, mais voilà, c'est les 3 types de profils que j'ai en coaching individuel. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, mais c'est vrai qu'après, c'est chacun sa spécialité, quoi, parce que préparer quelqu'un pour un sport, ça nécessite aussi de connaître le sport, tout ça, donc c'est Exactement. pas, c'est pas évident. C'est Et ultra spécifique et je ouais. prétends pas avoir les connaissances pour pouvoir encadrer des coureurs, des nageurs, des cyclistes, tout ça. J'ai aucune connaissance et j'ai jamais pratiqué. Donc, je pense que une des grandes qualités d'un coach, c'est de pratiquer ce qu'il enseigne. Et je me vois pas enseigner un truc que je pratique pas. Donc, Mhm. Et comment tu t'y prends, toi, dans les grandes lignes pour quand tu démarres un coaching avec un athlète, quels sont les paramètres que tu prends en compte pour ensuite pouvoir créer un programme d'entraînement? Est-ce que aussi, t'as, par exemple, est-ce que tu t'entretiens avec la personne? Comment tu t'y mhm. prends, grosso modo? Eh ben, la personne, quand elle est intéressée, elle m'envoie un message. Ensuite, assez rapidement, on se programme un appel pour effectivement que je lui explique un petit peu la manière dont je fonctionne moi personnellement. Et puis elle, qu'elle m'explique un petit peu ce qu'elle recherche, ses objectifs, là où elle veut aller, son parcours sportif, ses antécédents médicaux aussi, si elle a des trucs qu'elle peut pas faire, qu'elle a des douleurs actuelles ou dans le passé, tu vois, si quelqu'un s'est cassé une jambe ou a eu une luxation de l'épaule, bah, c'est toujours intéressant pour moi de le savoir pour pouvoir individualiser le plus tôt possible la programmation. Et puis après, on va partir sur quelque chose d'individualisé, mais de relativement générique, donc d'individualiser d'un point de vue de la fréquence d'entraînement, des objectifs, de l'expérience, etc., donc en termes de volume. Mais l'individualisation, elle se fait au fur et à mesure de la collaboration, si tu veux, en fonction des retours que la personne me fait sur les coachings. Donc moi, je procède principalement par WhatsApp et avec les formats Google Sheet. Donc j'envoie la programmation toutes les semaines sur Google Sheet et je l'actualise. Je lui dis, OK, ben, cette semaine, tu mets telle charge sur tel exercice, tu fais tant de reps, etc. Mais oui, du coup, l'individualisation, elle se fait au fur et à mesure parce que plus on va être amené à collaborer sur le long terme, plus je vais avoir l'opportunité d'en apprendre sur l'athlète que je coach et vice-versa aussi. L'athlète va pouvoir mieux comprendre comment moi je fonctionne et du coup, ça va être un échange permanent. Et puis, au fur et à mesure, on va ajouter des trucs spécifiques aux besoins de l'athlète. Si, je sais pas, on voit que sur ses dips en prise supination, le point faible, le truc qui pêche, c'est les biceps et la personne a du mal à terminer ses répétitions, à passer le menton au-dessus de la barre. Et ben, on va peut-être ajouter du travail de biceps ou alors on va ajouter des variations sur des mouvements de compétition comme des tractions posées où on va faire une pause au-dessus de la barre pour passer plus de temps dans cette position difficile. Bref, le truc va se faire au fur et à mesure, même s'il y a déjà une part d'individualisation dès le début. Ouais. Puis je vais lui demander de se Ah filmer ouais. aussi pour avoir une idée de comment il bouge déjà avant la collaboration, mais aussi sur toutes ses séances. Je lui demande de se filmer sur la dernière série de chaque exo, pardon, pour que je puisse voir comment ça bouge, voir s'il est proche de l'échec, etc. Pour que moi derrière je puisse adapter les charges en fonction de son évolution, faire les bons incréments. Par exemple, je sais pas, sur un squat, tu vas pas faire les mêmes incréments que sur un muscle up parce que c'est deux mouvements qui sont radicalement différents et tu vas porter beaucoup plus lourd en squat qu'en muscle up. Donc bref, il y a plein de trucs à prendre en considération, mais voilà un petit peu comment ça se déroule. Ouais. Ok, ça marche. Mais est-ce que tu aurais, pour conclure ce podcast, une expérience à nous partager avec un athlète? Une expérience où il y a vraiment quelque chose de positif qui en est sorti, quoi. Une expérience avec un athlète où il y a quelque chose de positif qui en est sorti. J'en ai plein, je vais Ouais. pas te mentir, j'en ai plein. Ouais, Euh, tu peux en raconter plusieurs, hein. Le dernier podcast que j'ai fait, à la fin, il y a eu trois anecdotes qui sont sorties à la fin, donc vas-y, fais-toi plaisir. Mais après, ce que tu veux dire, c'est comment ça? C'est un truc. Euh, Parce que ce que je veux dire, c'est que j'ai eu beaucoup de réussite avec les personnes que je coach. Hmm. Euh, mais de là à ce que ce soit vraiment pertinent pour le raconter, tu vois, je ne sais pas si vraiment ça va avoir un intérêt. Mais oui, derrière, j'ai eu beaucoup de personnes, je sais pas moi, des personnes qui voulaient réussir des mouvements et qui les ont atteints et qui sont rendus maintenant à des niveaux vraiment avancés et avec qui on a super bien progressé, que ce soit en termes de charge, que ce soit en termes d'acquisition de mouvements, avancée de calisthénie, que ce soit en termes d'augmentation de la souplesse, même en termes d'état d'esprit aussi, de changement
La façon de voir la programmation, ça permet aussi aux personnes de simplement d'en apprendre plus sur eux, d'en apprendre plus sur comment programmer pour que derrière ils puissent s'entraîner plus en autonomie. Je sais pas, j'ai un client par exemple qui a commencé la calisthénie avec moi qui s'appelle Quentin. Si jamais il écoute ce podcast, il se reconnaîtra. Oui, Euh, Quentin. et du coup, Quentin, il est venu vers moi parce que de base, il savait pas du tout comment faire pour s'entraîner en calisthénie. Aujourd'hui, je crois, ça fait 3 ans que je le coach, donc c'est un de mes clients les plus fidèles et que je coach depuis le plus longtemps. Euh, et, euh, et tu vois, c'est un truc tout con. Bon, peut-être que ça n'a pas énormément de valeur pour certains, mais il se sentait pas à l'aise dans son corps déjà. Et en l'espace de 1 an, il a pris je sais plus combien de kilos. Alors évidemment, il y avait un petit peu de gras là-dedans, mais globalement, son physique a énormément augmenté. Il a beaucoup développé sa masse musculaire. Et, euh, et derrière, initialement, c'est lui qui allait vers les autres pour demander des conseils en calisthénie aux personnes qui étaient avancées, tu vois. Bonjour, comment on fait ci, comment on fait ça. Et là maintenant, c'est les gens qui viennent vers lui pour lui demander des conseils parce qu'il est chaud et parce qu'il arrive à faire des trucs stylés, quoi. Hmm. Donc ça fait partie d'une victoire, tu vois, déjà, être capable d'avoir plus confiance en soi et ouais, de se sentir à l'aise dans son corps, de faire en sorte que la calisthénie te permette d'avoir un physique aussi en tant que... c'est une conséquence de l'entraînement. C'est pas un Hmm. objectif prioritaire, mais la calisthénie te permet quand même de te bâtir un physique. Et en plus de ça, quand tu as la validation des autres et que les gens viennent directement te voir pour te demander des conseils parce que tu les inspires, parce que quand ils te regardent, ils sont en mode waouh, ils ont les yeux grands ouverts et écarquillés, bah c'est une belle victoire quand même. Ouais, c'est clair. Et Ouais. il n'a pas fallu 10 ans, quoi. C'est une personne qui n'était pas sportive et en l'espace de 2 ans, son niveau il a explosé parce qu'il a fait ce qu'il fallait faire et il était discipliné et assidu et voilà. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Ouais. Mais c'est vrai que c'est aussi tout un mindset. Tout un mindset. Est-ce que t'aurais quelque chose à conseiller ou quelque chose que tu as pu mettre en place, je sais pas, pour qui font en termes de développement personnel, tu vois, qui t'a permis je sais pas, de développer des bonnes habitudes ou ouais, d'impacter, on va dire, positivement ta vie. Quelque chose à Euh, dire comme ça. Bah, je pense que le truc le plus important, c'est peut-être un conseil ultra bateau. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup Ouais, plus c'est pas. d'inspi maintenant, mais c'est de faire les trucs avec passion, quoi, de kiffer ce que tu fais simplement. Et quand tu kiffes ce que tu fais et que tu es passionné et que tu te prends au jeu, en fait, les choses vont se faire naturellement et d'avoir un fort pourquoi. C'est le truc qui va te permettre de tenir sur le long terme. Si t'as pas ça, si tu es juste attiré par le côté spectaculaire de la discipline, parce que toi aussi tu veux porter 150 kilos en dips ou que tu veux réussir à faire une planche, mais que au fond de toi tu aimes pas, tu apprécies pas le processus et que tu prends pas plaisir dans tes entraînements, ça marchera pas. Donc il faut avant tout tomber amoureux avec la discipline que tu pratiques si tu veux avoir des résultats que la majorité des personnes n'ont pas. Ouais. Et très intéressant le pourquoi. Ça, je l'ai lu dans L'effet cumulé de Darren Hardy. Je sais pas si tu Ouais, connais ce livre. carrément. Et ouais, ouais, voilà, bah, je crois que c'est au début du livre qui parle de ça, de vraiment avoir un pourquoi qui, je sais pas, quand ça devient dur, par exemple, ce que tu entreprends ou peu importe, bah, tu te rappelles de ce pourquoi et tu sais pourquoi tu fais ça. Et en général, bah, t'es passionné, tu aimes ce que tu fais. Mhm. Et c'est vraiment un gros levier pour la motivation, quoi. Donc, Bah, il y ouais, aura très toujours des important, hauts et ça. des bas dans C'est tous les important. cas. Même si tu es passionné dans ce que tu fais, il y aura toujours des hauts et des bas. Mais ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est passionné et quelqu'un qui ne l'est pas, c'est que tu vas surmonter les bas. Alors que si t'es pas passionné, tu vas abandonner, et tu vas baisser les bras, et tu vas passer à autre chose. Et au final, les personnes qui sont les plus douées, les plus inspirantes, les plus performantes, c'est celles qui ont fait ce qui devait être fait pendant le plus longtemps. Donc, c'est un truc à voir sur le long terme et pas simplement sur quelques mois ou quelques années même. En fait, c'est un mode de vie, quoi. C'est pas un truc, tu te dis, je vais faire ça pendant 5 ans. Enfin, tu peux après, hein, pourquoi pas, mais moi, je le vois plus comme un mode de vie, tu vois, un truc qui fait partie intégrante de qui je suis, de mon identité.
Et pour rien au monde, je m'arrêterai parce que c'est ancré en moi, en fait. Mm. Ouais, c'est un mode de vie, c'est un tout en fait. Et même j'ai écouté l'autre jour un podcast sur la prépa physique et c'était deux prépas qui parlaient ensemble et ils disaient vraiment qu'ils étaient passionnés par la préparation physique et c'était pas juste je bosse dans la préparation physique et à côté j'ai ma vie. C'est vraiment un peu tout un tout et tout est optimisé autour de ça. Bon, forcément, il y a il y a des breaks ou des trucs comme ça, mais ils disaient même que quand il va au travail, il se dit pas ouais je travaille quoi, tellement que ils aiment ce qu'ils font quoi. Et moi j'aime bien cette mentalité. Je trouve que c'est vachement motivant et on a un mode de vie après qui nous plaît et c'est kiffant quoi. Bah ouais, c'est clair, hein. Notre vie est courte, donc faut faire un truc qui nous plaît, parce que si... Enfin, moi, je comprends pas comment c'est possible quand je regarde un petit peu les carrières de nos parents, de nos arrière-grands-parents, ou de nos grands-parents, tout simplement, qui ont été 40, 50, 60 ans dans une entreprise et dans un boulot qu'ils aimaient pas. Ils ont bossé Mm. 70, 80 heures par semaine. Moi, c'est pas ma vision de la vie. Mais ouais, donc d'où l'intérêt de faire les choses avec passion et de prendre plaisir lors du processus, quoi. Mais bon, ça, encore une fois, c'est des trucs assez bateau, assez axé développement personnel, mais c'est la vérité, en fait, hein. De toute façon, Oui, oui, oui. faut pas chercher Mais loin. C'est comme tout à l'heure, tu me demandais si j'avais des trucs spécifiques pour la récupération. Il n'y a pas de recette magique, quoi. C'est les trucs les plus bateaux, les plus banals qui ont du sens et qui fonctionnent réellement. ouais, et puis même banal, ça fait un peu péjoratif. C'est plus les bases en fait. Et comme t'es pas le seul qui dit ça, hein, c'est des bases qui font qu'ensuite bah, tu réussis et voilà quoi. Mhm. Ouais, Ouais. Bah, écoute, on a fini le podcast sur une touche de développement personnel. Ça fait toujours plaisir. Ça fait une petite touche de motivation. ouais. Et bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps et tout ce que tu as pu nous partager là sur ta spécialité. C'était vraiment cool. Bah écoute, merci beaucoup à toi pour l'invitation, Johan, c'était avec plaisir. Et c'est cool que tu lances ton podcast. Et j'ai vu que tu avais, comme je te disais en off, reçu des personnes déjà qui sont reconnues dans le milieu et tout. Donc franchement, continue ce que tu fais, c'est vraiment top. Ah mais merci, c'est cool. Puis ouais, bah, même les personnes qui sont peut-être un peu moins reconnues, tout ça, franchement, Bien sûr. ça finalement dans l'échange, ça change pas grand-chose et je trouve que c'est vachement enrichissant de voir des approches différentes et des états d'esprit pas, pas vraiment différents, mais qui se rapprochent, quoi, un bon état d'esprit. Donc non, Mhm. franchement, c'est cool et c'est motivant. Donc bah, merci à toi en tout cas d'être intervenu sur le podcast. Avec plaisir. Merci, Johan. À bientôt. À bientôt, salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.